Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui entament très positivement ce mois de juin. Les actions mondiales, l'indice MSCI World est au plus haut historique ce matin, grâce notamment à la performance et la surperformance des indices européens. On le voit encore aujourd'hui avec le CAC 40 ou le DAX, le DAX à Francfort qui gagne près d'1,5% à mi-séance. Le CAC progresse d'un peu moins de 1% et franchit symboliquement la barre des 6500 points. Vous aurez le résumé complet de cette séance en cours en Europe dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Sur le front de la macroéconomie, on a pris acte de l'inflation en zone euro pour le mois de mai qui touche les 2% pour l'inflation globale en rythme annuel. C'est une première depuis 2018. Que nous disent les marchés? Les marchés nous disent que ça n'est pas un sujet parce que l'inflation sous-jacente, l'inflation stricte, pure, quand on enlève les éléments volatiles, elle reste à des niveaux très médiocres, sous les 1% en rythme annuel pour l'inflation en zone euro, et donc le marché ne s'émeut pas de ce chiffre. La prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne aura lieu le 10 juin prochain, et quand on regarde les taux allemands par exemple, il n'y a pas de stress à signaler, loin de là, puisque le 10 ans allemand est à moins 18 points de base en cette première journée du mois de juin. Et puis on parlera de la Chine également dans cette demi-heure d'émission avec la politique de natalité en Chine, Pékin qui essaye de raviver une démographie qui devient très problématique. On en parlera avec Laetitia Baldeschi, directrice des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Et puis la question du yuan qui se pose également pour les autorités monétaires chinoises. On a vu la Banque centrale chinoise relever ce matin un des ratios de réserve obligatoires pour les banques concernant les changes, le forex spécifiquement, afin de freiner un petit peu la hausse continue du yuan ces derniers mois face au dollar, mais face à l'ensemble des devises des partenaires commerciaux de la Chine également. Une séance très positive donc pour commencer ce mois de juin. Le résumé complet, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. La tendance est à la hausse à la mi-journée à la Bourse de Paris avec un CAC 40 qui oscille à présent aux alentours des 6500 points alors que les investisseurs ont pu prendre connaissance des indices PMI dans le secteur manufacturier dans l'ensemble de la zone euro. Des indices qui traduisent très nettement une hausse de la confiance des directeurs d'achat dans la zone et une croissance de l'activité donc dans les secteurs manufacturiers. Pour l'ensemble de la zone euro, tout d'abord, l'indicateur ressort à 63,1 points au mois de mai, son plus haut niveau en progression par rapport au mois dernier où il se situe à 62,9 points. On note d'ailleurs que IHS Markit fait état d'un sous-indice des prix d'achat qui bondit de son côté dans la zone et passe de 82,2 points à 87,7 points. En Allemagne, l'activité manufacturière recule légèrement de son côté après le record du mois dernier à 66,2 points pour revenir à 64,4 points. L'Allemagne qui constate toujours un rebond de la demande mais dont le secteur manufacturier souffre de tensions en matière d'approvisionnement. En France, à présent, l'activité manufacturière est elle aussi sur un niveau record, un plus haut depuis plus de 20 ans, à 59,4 points, après 58,9 points au mois d'avril. Une progression qui fait d'ailleurs dire à IHS Markit que le plus gros défi des entreprises reste maintenant d'assumer la charge de travail face à ce rebond de la demande. Enfin, l'Italie et l'Espagne signent elles aussi des activités manufacturières à des niveaux records, une tendance également partagée par le Royaume-Uni. En Chine, en revanche, l'Institut Caixin montre de son côté une très légère augmentation de 0,1 point à 52 points. L'activité manufacturière étant elle aussi freinée dans sa croissance par des tensions en matière d'approvisionnement. Les investisseurs qui ont pu également découvrir ce matin le niveau d'inflation en zone euro qui progresse de 2% au mois de mai, soit légèrement plus que les attentes du consensus. Inflation qui dépasse d'ailleurs l'objectif de la BCE qui vise une inflation inférieure mais proche de 2% et qui estime, à l'instar de la Fed, que les tensions inflationnistes ne sont que temporaires. En l'occurrence, la progression des prix en zone euro s'explique essentiellement par ceux de l'énergie. On note donc en zone euro toujours que le chômage diminue plus que prévu sur la
la période en Allemagne. Le recul reste cependant mesuré, à savoir 15 000 chômeurs de moins contre 9 000 de moins attendus pour près de 2 740 000 chômeurs dans le pays. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, Suez annonce avoir cédé des actifs pour 1,1 milliard d'euros à l'allemand Prezero. Une session dont les premières discussions ont commencé en septembre dernier et qui concerne des activités de recyclage et de valorisation des déchets aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne ou encore en Pologne. Le montant de la transaction qui correspond globalement au chiffre d'affaires 2019 cumulé des entités en question. On note à Paris toujours que Gecina annonce que 3 nouvelles cessions d'actifs de bureaux en région parisienne sont déjà en cours ou déjà réalisées, ce qui devrait permettre à l'entreprise de récupérer près de 350 millions d'euros. On note enfin que les immatriculations de voitures neuves ont progressé de plus de 46% sur un an au mois de mai, mais restent inférieures de près de 30% au niveau de mai 2019. Renault et Stellantis qui s'apprécient toutes deux depuis ce matin de plus de 1%. Et on finit avec une information qui devrait intéresser les investisseurs qui suivent Total et qui ont notamment suivi le nouvel axe stratégique du groupe dévoilé en fin de semaine dernière, plus tourné à présent vers les énergies renouvelables. Avec le changement de nom donc de Total à Total Énergie, s'accompagne un changement de code mnémonique qui sera TTE à partir de demain sur les places boursières où est présent le groupe en Europe et à partir du 11 juin aux États-Unis. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et on va parler de la Chine. La Chine, effectivement, qui veut assouplir sa politique familiale avec une politique de l'enfant unique, il faut le rappeler, menée depuis 1979. Il y avait déjà une étape d'assouplissement en 2016 autorisant certains couples, en tout cas sous certaines conditions, à avoir un deuxième enfant. Et on en vient désormais à l'autorisation d'avoir 3 enfants. Laetitia Baldeschi est avec nous par téléphone pour évoquer ce sujet familial chinois, directrice des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Laetitia. Bon, la Chine prête à expérimenter la joie des familles nombreuses. Je ne suis pas sûr que ça leur coûte grand-chose à Pékin d'annoncer une autorisation d'avoir 3 enfants par foyer aujourd'hui, mais quel est le signal envoyé? Que nous dit cette annonce, qui est l'événement d'hier? Que nous dit cette annonce des enjeux de long terme auxquels fait face la Chine aujourd'hui sur le plan démographique? Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux derrière, que le sujet de la démographie est éminemment politique en Chine. Il faut se rappeler qu'on a eu un petit peu de bruit il y a quelques jours autour de la publication du 7e recensement, qui a été retardé. On connaît les Chinois et leur exactitude en matière statistique, donc on pouvait s'interroger sur ce phénomène. Cette annonce hier de l'autorisation du 3e enfant, on voit bien qu'il y a une grosse inquiétude. L'inquiétude, c'est que la population chinoise vieillit très vite, le taux des naissances est très faible et qu'il faut faire quelque chose. On a déjà une contraction de la population active depuis quelques années et que le phénomène ne va faire que s'accélérer avec l'accélération de la croissance et du revenu par tête des habitants en Chine. Et donc c'est vraiment une tendance de long terme qui est en train de s'amorcer. On voit bien que les courbes de démographie sont assez défavorables et c'est un élément très inquiétant pour les autorités chinoises. Tout le développement récent de la Chine reposait sur une main-d'œuvre abondante. Or là, si l'on prolonge les courbes, on voit que le pic de la population chinoise devrait arriver d'ici 5 ans à peu près. Et donc les autorités se disent que la population sera trop vieille, la population active trop faible pour supporter le coût de ce vieillissement de la population. À structure inchangée. Ouais. Entre la Chine qui était l'usine du troisième enfant, on peut évidemment être sceptique sur son impact. On sait qu'il y avait déjà beaucoup de dérogations pour pouvoir avoir éventuellement un 3e enfant, hormis évidemment les fonctionnaires, mais sinon on pouvait avoir des autorisations pour ce 3e enfant. Quand on regarde les sondages à l'intérieur du pays, pour beaucoup de Chinois, enfin pour la majorité d'entre eux, la famille idéale c'est 2 enfants. Mais 35% des Chinois interrogés indiquent que finalement, un enfant, ça sera très bien. Et quand on regarde l'impact de l'ouverture, de la possibilité qui avait été donnée aux Chinois depuis 2011
graduellement et effectivement complètement en 2016 de passer un deuxième enfant, on a vu que ça n'avait eu qu'un impact très modéré sur le taux de fécondité des femmes, qui avait monté dans un tout premier temps, mais très rapidement qui est revenu sur sa tendance de long terme à la décroissance. On est à 1,3 enfants par femme en 2020, donc on est vraiment sur des plus bas observés dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue des décisions politiques? Parce que la démographie, j'imagine, ne se décrète pas, Laetitia, et vous le dites, la dernière étape d'assouplissement n'a pas été franchement un game changer pour la démographie chinoise à date. Décréter que 3 enfants sont autorisés, est-ce que ça changera quelque chose? Et à quelles conditions est-ce qu'on peut imaginer sur le long terme une stimulation de la démographie en Chine? Bien, il me semble que ce sont les mesures qui ont été évoquées dans le communiqué relatant les échanges du Politburo d'hier. On a non seulement, tout le monde s'est focalisé sur l'annonce du troisième enfant, évidemment en Chine, mais il y avait aussi beaucoup de mesures annoncées, d'intentions pour essayer de renforcer la politique familiale et de renforcer le système de retraite. Et c'est, à mon avis, l'essentiel des leviers que les autorités peuvent mettre en œuvre pour essayer de relancer la natalité en Chine. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez, puisque là, il y a eu la politique d'enfant unique depuis le début des années 80, les jeunes d'aujourd'hui, qui sont en âge de se marier, se retrouvent dans une structure familiale où ils ont déjà à charge, potentiellement à charge, 2 parents, 4 grands-parents. Ouais. Donc, vous imaginez, pour des couples, ils vont sûrement pas faire plus d'1 enfant parce que le coût de cet enfant sera considérable. Ils doivent déjà assurer la sécurité sociale, je dirais, défaillante de leurs propres revenus. Donc, vous voyez, c'est très pour leurs aînés, Donc, c'est très très compliqué pour eux de se projeter sur plus d'1 enfant, sachant que les coûts d'éducation sont très élevés, que les coûts du logement dans les villes sont de plus en plus élevés, et qu'il n'y a pas assez de systèmes d'aide pour les femmes pour travailler et donc tout ce qui est garde d'enfants et autres. Donc, tout ceci doit être développé et c'est là que le gouvernement peut faire quelque chose s'il veut éventuellement relancer la natalité, mais ça sera vraiment sur une génération qu'on verra cela. Et quand on regarde le taux d'épargne actuel des Chinois, qui est excessivement élevé, plus de 40%, on voit bien que c'est de l'épargne de précaution pour pallier à la déficience du système social chinois. Donc c'est là, pour moi, l'urgence, c'est le système social. Et ça permettra de compléter la transformation du modèle chinois d'un modèle d'usine du monde à un modèle qui reposerait sur sa demande intérieure. Et cette demande intérieure retrouvera de la vitalité s'il y a un système social derrière. C'est un enjeu géostratégique également sur le long terme, Laetitia, dans un monde peut-être moins globalisé, plus régionalisé. C'est intéressant de noter qu'au moment où la Chine essaye de stimuler sa politique familiale, Joe Biden met sur la table un plan pour les familles américaines également. On sait qu'en Europe, là aussi, la question démographique est une question lourde qui sous-tend beaucoup de la dynamique économique qu'on peut observer en Europe et sur laquelle on peut se projeter. Ça devient, la démographie redevient une arme géostratégique aujourd'hui dans le monde, Laetitia? Oui, il me semble que c'est quand même important, surtout du côté de la Chine. La Chine, c'était le pays le plus peuplé, le pays le plus dynamique, avec des taux de croissance exceptionnels et autres. Et on voit bien que le taux de croissance est en train de ralentir. La croissance potentielle est en train de ralentir. Elle dépend de la population active, de la quantité de travail mobilisable. Donc forcément, avec une décroissance de la population active, vous avez des perspectives de croissance potentielle plus faibles. Donc évidemment, un poids qui pourrait diminuer dans l'avenir, même si il me semble que la dynamique sera très très longue. Et puis, dans la zone asiatique, il y a la concurrence indienne. Le fait que l'Inde puisse passer devant la Chine en population, en nombre d'habitants, c'est vraisemblablement un enjeu politique pour les autorités chinoises.
Un mot du yuan, peut-être Laetitia, le yuan qui ne cesse de s'apprécier depuis des mois face au dollar, face aux devises également des principaux partenaires commerciaux de la Chine. Est-ce que le yuan est trop fort aujourd'hui pour les autorités monétaires chinoises ? Alors, c'est vrai qu'on a eu des communications, on sentait que les autorités commençaient à s'inquiéter. Je pense pas qu'en quelque part, ce n'est pas le niveau, si vous voulez, actuel du yuan qui inquiète, c'est le rythme d'appréciation qui s'est accéléré sur les dernières semaines, comme on a pu le voir. C'est vrai qu'on est à 11% d'appréciation contre dollar depuis un an, donc c'est un peu beaucoup. Alors effectivement, la Banque centrale a annoncé hier qu'elle allait recourir à une hausse du taux de réserve sur les dépôts en devises. Alors c'est un instrument qui existait mais qui n'avait pas été utilisé depuis mai 2007. Donc on voit que c'est un vieil instrument. Ce taux de dépôt de réserve obligatoire sur les dépôts en devises passerait de 5 à 7%. Donc c'est globalement, compte tenu des niveaux des dépôts en devises qui sont estimés à peu près autour de 660 milliards de dollars. Ça ferait donc une ponction sur le marché des liquidités en devises de l'ordre de 13 milliards. Ça peut avoir un impact. Il me semble que si la PBOC avait vraiment voulu freiner complètement le yuan, elle aurait agi sur le fixing qu'elle fixe elle-même comme fixing quotidien, et donc permettre petit à petit une dépréciation de cette devise. Elle avait utilisé cet outil précédemment. Donc on voit elle est contrainte entre deux positions. C'était qu'elle veut continuer de montrer que le yuan finalement est dépendant des forces de marché et qu'actuellement les forces de marché c'est la demande de yuan, le spread de taux quand on regarde les taux longs chinois à 3,20, évidemment c'est un peu intéressant contre un dollar à 1,60 sur du 10 ans. Donc il y a un attrait, d'autant plus que les autorités appellent aux investisseurs étrangers à intervenir sur ce marché financier chinois. Donc il y a vraiment une ouverture du contrôle des capitaux côté entrée et par contre toujours un contrôle des sorties. Donc forcément, ceci se traduit par des pressions haussières sur le renminbi. Donc la PBOC a d'autres moyens pour essayer de limiter ces pressions, notamment de libérer un peu les sorties de capitaux pour les résidents chinois. C'est encore un outil qu'elle pourra mettre en œuvre avant de toucher au fixing de sa devise. Clairement, elle n'est pas sereine. Un yuan un peu élevé, c'est intéressant aussi. Ça limite les pressions sur ça limite le coût des matières premières achetées à l'étranger. Donc pour les entreprises chinoises, c'est une bonne mesure quelque part. Merci beaucoup Laetitia. Merci pour vos commentaires sur l'actualité chinoise du moment. Laetitia Badeski, directrice des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Et on parle des enjeux de marché, de la stratégie d'investissement également qu'on peut imaginer pour la deuxième partie de cette année 2021 avec Jean-Marie Mercadal à mes côtés en plateau, directeur général délégué en charge des gestions chez Ophi Asset Management. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Grégoire. Bienvenue. Le MSCI World, les actions globales mondiales, l'indice des actions mondiales est au plus haut historique au moment où on se parle, grâce notamment à la surperformance, je le disais, des marchés européens. Est-ce que tout va trop bien ? Est-ce que la situation ne peut que se compliquer aujourd'hui, Jean-Marie ? Un petit peu. Il faut voir aussi que les marchés sont hauts et ont eu un bon début d'année pour des bonnes raisons. On a continué sur la bonne dynamique qu'on avait entrepris en octobre dernier, qu'on a découvert les vaccins. Donc la thématique de la réouverture, c'est ce que les investisseurs ont joué depuis le début de l'année, avec la bonne dynamique sur les résultats des entreprises, dans un environnement de taux d'intérêt qui est resté très bas. Et donc de ce point de vue-là, on a fait 6 premiers mois qui sont très positifs. Alors effectivement, les 6 prochains, ça risque d'être plus compliqué parce que cette dynamique de croissance, elle va finir par s'estomper, ou en tout cas, elle est déjà largement dans le marché. De la même façon sur les entreprises, on va voir si ce rétablissement spectaculaire continue à un rythme aussi important, probablement pas. Et puis, on va se poser des questions sur justement cette persistance de taux d'intérêt à des niveaux très bas, alors qu'on voit des signaux d'inflation qui se multiplient ici et là, un peu partout, d'ailleurs en Europe aussi. Donc voilà, c'est
les enjeux pour la seconde partie de l'année. Comment vous l'expliquez? Je disais hier, c'est le mystère obligataire du moment. Il faut se souvenir, il y a quelques semaines, à peine quelques mois en arrière, c'était le débat sur la surchauffe. Les taux américains n'arrêtaient pas de monter, 1,70, 1,75. Fin mars, on était au plus haut, proche de 1,80, et tout le monde voyait 2% dans le viseur pour le 10 ans américain. Et puis depuis, les gros chiffres d'inflation sont là, vous l'avez dit, Jean-Marie, y compris en Europe, enfin des gros chiffres à la mesure européenne, 2% d'inflation, mais c'est vrai que 2% d'inflation en Europe, on l'avait plus vu depuis au moins 3 ans maintenant. Aux États-Unis, on est sur des niveaux quand même plus élevés, et pourtant, non seulement les taux montent plus, mais ils sont un peu détendus. On est autour de 1,60 pour le 10 ans américain. Alors, c'est vrai que dans un premier temps, on était passé de 0,50 à presque 2. Faut pas oublier ce mouvement-là. C'est une forme de rétablissement. Il ne faut pas l'oublier, ce mouvement-là. Donc, une espèce de normalisation. Et puis maintenant, les marchés... En fait, il y a deux choses, je pense, dans les marchés. Premièrement, les investisseurs n'osent pas se mettre contre la Fed. On dit toujours « don't fight the Fed ». Or, on a créé tellement de dettes, notamment aux États-Unis, peut-être pour des bonnes raisons, on verra comment cette dette est utilisée. Mais aujourd'hui, peut-être que la Fed va rentrer dans un espèce de contrôle global de la courbe des taux, comme on avait vu dans certaines périodes de l'après-guerre où là aussi les dettes avaient explosé. Donc les investisseurs font très attention à ça parce que la Fed a des moyens par définition illimités. Et puis la deuxième raison, c'est que les investisseurs croient ou pensent, un peu comme nous explique la Fed, ça devient un peu la pensée unique de dire ce regain d'inflation, il est lié à des facteurs conjoncturels essentiellement, et une fois qu'on aura résolu tous ces petits problèmes de tension sur certaines matières premières, sur les prix des puces, sur certains secteurs, prix du bois, la construction, ou la main-d'œuvre, on va revenir dans une période beaucoup plus calme, et que finalement, globalement, on est toujours dans une situation plutôt déflationniste que inflationniste. Donc ça, c'est vraiment des sujets, pour l'instant, on n'a pas vraiment une réponse. Donc c'est pour ça qu'il y a des chances... Pour l'instant, la Fed a gagné une partie, une manche, vous dites. Elle a bien gagné. Ça. Enfin, les marchés l'ont cru. Voilà, c'est ça. Donc merci pour l'État fédéral américain qui va pouvoir, et pour les entreprises d'ailleurs, qui vont pouvoir se financer à des taux extrêmement intéressants. Et donc pour les marchés, il va falloir attendre confirmation de tous ces éléments. Et c'est pour ça qu'il y a des chances que dans les prochaines semaines, les marchés soient plutôt un peu plus calmes. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit, il ne se passe plus tellement grand-chose depuis quelques semaines, même si ça monte doucement. Bon, justement, en termes de stratégie d'investissement, est-ce qu'il faut garder un biais cyclique, value, continuer de jouer peut-être le rattrapage de cette partie du marché très décoté? C'est des positionnements que beaucoup de gestions et OFI ont depuis des mois maintenant. Est-ce que c'est encore d'actualité? Est-ce qu'il faut, rebalancer les choses de manière un peu différente? Est-ce qu'il faut même peut-être réduire globalement son exposition au risque au démarrage de ce mois de juin? Alors globalement, nous sur les actions, on est un peu réduit. On était positif en début d'année, on est passé à neutre. Ouais. Donc ça, c'est pour l'allocation globale aux actions. Et à l'intérieur de la poche action, c'est vrai que nous, on était plutôt favorable à un rattrapage cyclique, style value, etc., qui a déjà eu quand même lieu en bonne partie. Bon, est-ce qu'il est complètement fini? Peut-être pas, mais aujourd'hui, je pense que des positions plus équilibrées et plus centrées sur la sélection des titres que sur les styles, aujourd'hui, c'est plutôt ça qu'il faut faire. Dans une allocation globale que nous, on conseille un peu plus prudente aujourd'hui. Ouais. Bon, un peu de prudence au démarrage de ce mois de juin. On verra si la prudence est bonne conseillère ou pas, Jean-Marie, parce que vous le savez mieux que moi, mais le risque, si le marché continue de monter, c'est que cette prudence, à un moment, ça devienne compliqué pour certains professionnels. Alors, pour tout vous dire, on a failli passer, lors de notre dernier comité d'allocation, on a failli passer sous-pondéré. On a failli conseiller de s'alléger beaucoup plus que les poids neutres dans les portefeuilles. Mais on s'est dit... Attention, exactement pour les raisons que vous soulignez, c'est qu'on a face à nous les banques centrales qui ont des moyens illimités, comme je disais tout à l'heure, avec des taux d'intérêt très bas. Donc qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que des actions, sachant qu'aujourd'hui, le paradoxe, c'est que c'est sur les actions qu'on a du rendement. Et si on ne touche pas au capital action, on a à peu près 3,5% de rendement en Europe, plus les rachats d'actions. Donc ça fait une espèce de rendement implicite supérieur. Alors que de l'autre côté, on a des spreads de crédit très bas et des taux d'intérêt qui sont proches de zéro en zone euro. Donc du coup, c'est pour ça qu'on reste neutre. Voilà. Mais on n'est pas à l'abri quand même de périodes plus volatiles.
parce qu'il y a quand même des sujets. Hein. On verra les banques centrales ce qu'elles nous racontent justement sur cette thématique de l'inflation, peut-être avec Jackson Hole à la rentrée quand elles vont se rencontrer. Est-ce qu'elles continuent dans cette thématique de contrôle global des taux d'intérêt? Pourquoi pas? À la limite, vu les dettes, c'est peut-être pas idiot. Et puis, on verra les élections en Allemagne, parce qu'en zone euro, on n'est peut-être pas tout à fait d'accord à garder une politique comme ça dans certains pays. Donc, on verra en Allemagne si c'est un sujet de crispation ou pas sur toute la construction européenne. Bon, bref, il y a plein de petits sujets. Et puis, n'oublions pas qu'on ne va pas faire plus 45% de croissance de bénéfices tous les trimestres sur les entreprises aux États-Unis. Hein. Donc, là aussi, ça va se calmer un petit peu. Donc, probablement un peu plus de volatilité. Donc nous, on dit il est temps d'être un peu plus prudent, mais de là à passer sous pondéré, je suis d'accord avec vous. On n'est pas encore à cette étape-là. J'avais une question aussi, Jean-Marie Mercadal, parce que on a beaucoup parlé de l'Assemblée Générale de Total la semaine dernière. Vous faites partie des quelques sociétés de gestion, aux côtés de Mescart, la Banque Postale AM également, et OFI Asset Management, qui avaient voté contre la résolution consultative sur la stratégie climat de Total. Quel était le sens de ce vote et est-ce qu'à un moment, ça peut redevenir hype d'investir dans ces majors pétrolières? Vous êtes actionnaire forcément de Total, puisque vous participez à cet AG. Oui. Alors, c'est un sujet extrêmement intéressant, très à la mode. Alors, pour nous, on est présent sur ces sujets depuis quand même une vingtaine d'années où on fait de la recherche et de l'analyse ISR. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, on a quand même beaucoup plus, n'oublions pas de le lire, hein, parce que ça peut-être ça passe un peu à côté dans les débats actuels, on a aujourd'hui beaucoup plus de bases de données sur tous ces sujets ISR. Il y a des grands fournisseurs de bases de données internationaux, il y a beaucoup plus de matière sur ces sujets. Donc, pourquoi nous, on a eu cette résolution? Elle est assez simple, c'est qu'on se dit que par rapport à ce qui a été décidé d'une trajectoire après les accords de Paris, on avait le sentiment, après avoir mesuré et essayé de calculer, que l'entreprise n'était pas alignée sur ces éléments-là. Bon, c'est la seule chose qu'on a voulu dire. Hein. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une espèce de compétition entre les sociétés de gestion, pression qui vient des régulateurs et pression qui vient effectivement des investisseurs qui veulent que leur argent soit investi dans des entreprises vertueuses. Donc on a tout ça. On aboutit à des paradoxes. C'est que quelquefois, on demande à une entreprise qui sait faire du pétrole d'arrêter de faire du pétrole. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué mentalement de se dire qu'une entreprise qui est bon dans son domaine, on veut qu'elle fasse autre chose. Donc c'est plus compliqué, mais à moyen terme, c'est une façon de pousser les entreprises à aller vers quelque chose de plus vertueux. Et pour ce qui concerne Total, peut-être qu'à moyen terme, il y aura plus d'investissements dans de l'économie verte ou dans des secteurs de pointe, j'en sais rien, peut-être les batteries ou les éoliennes, je ne sais pas, les éoliennes sous-marines, il y a plein de sujets. Et peut-être qu'un jour, Total, alors aujourd'hui, c'est pas d'actualité, mais aura l'idée de faire un spin-off de certaines activités de pointe dans ces domaines verts, et ça créera de la valeur. Bon, c'est peut-être un peu trop tôt, mais pourquoi pas? En tout cas, ces entreprises pétrolières ont les moyens d'investir. Et vous restez actionnaire de Total. Et on reste actionnaire. Bon. Total, effectivement. Bon, Total Énergie, il va falloir apprendre à dire Total Énergie, c'est le nouveau nom qui est un des leaders du CAC d'ailleurs aujourd'hui à mi-séance. Merci beaucoup Jean-Marie, merci d'avoir été avec nous en plateau. Jean-Marie Mercadal, directeur général délégué en charge des gestions chez OFI Asset Management, invité de Smart Bourse à la mi-journée. Nous on se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.